Allez, on va démarrer. Donc, merci à tous d'être présents. Je suis donc Claire Boutin, directeur technique Qualiconsult Immobilier, donc la branche diagnostic du groupe Qualiconsult. Aujourd'hui, on va vous faire un petite présentation sur une partie dont on ne parle pas trop souvent, qui est l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante. Voilà. Et qui nous paraît quand même important de rappeler et de pouvoir présenter, de pouvoir surtout échanger. Donc, en premier lieu, quelques rappels rapides sur des chiffres clés. Donc, l'interdiction de l'amiante en France, ça date réglementairement de 1997, avec 2200 nouveaux cas de cancer par an. Le cancer de l'amiante tue systématiquement et à une occurrence très longue, de plusieurs dizaines d'années. Les situations à risque, donc ce sont les travaux de maintenance, d'entretien, les travaux de rénovation et les travaux de démolition, donc dans le secteur du bâtiment. Le fonctionnement du DTA, donc, qui est la base, qui est le socle de la gestion de l'amiante dans un immeuble bâti. Donc, au départ, il faut bien entendu constituer son DTA qui a un contenu. Donc la constitution du DTA, dossier technique amiante, ou qu'on peut appeler aussi parfois carnet de santé, carnet sanitaire, sa définition réglementaire, c'est dossier technique amiante. Ça sert à suivre le bâtiment. Donc tout propriétaire d'un immeuble dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997 doit constituer un dossier technique amiante à partir d'un premier rapport de repérage. Alors aujourd'hui, on parle de liste A et liste B, bien sûr, ce qui n'était pas le cas à l'origine. Voilà. Donc pour tout bâtiment à usage autre qu'habitation et pour les parties communes des immeubles d'habitation collective. Donc sous-entendu, bien évidemment, les maisons individuelles ne sont pas concernées par le dossier technique amiante. Donc, c'est un carnet de santé amiante, comme je vous le disais, de l'immeuble bâti. C'est une compilation des résultats, des documents clés qui sont obligatoires qui sont obligatoires dans le domaine de l'amiante et dont la gestion incombe aux propriétaires. Alors, on parle de liste A et B depuis la réglementation de 2011, qui s'est appliquée en 2013. Ce sont des listes exhaustives de matériaux qui sont accessibles sans travaux destructifs et qui constituent le programme de repérage des matériaux contenant de l'amiante qui est réalisé en vue de constituer le DTA. Donc, on parle souvent de repérage initial pour la constitution du DTA. Voilà, le programme de repérage, dans ce cadre-là, ce sont les fameuses listes A et B, qui sont des listes exhaustives, donc fermées, c'est-à-dire le repérage ne concerne que les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante qui sont dans ces listes-là. On a une troisième liste, la liste C, qui, elle, n'est pas exhaustive, qui est une liste qu'on dit ouverte, qui comporte et qui concerne les matériaux indissociables du bâtiment. Voilà, leur recherche nécessite des investigations destructives et qui ne sont pas concernés pour la constitution du DTA. On parle bien de la constitution. Dans le DTA, on va retrouver donc les rapports de repérage qui identifient les matériaux directement accessibles, donc des listes A et B qui ont été repérées. La vérification de l'état de conservation de ces matériaux, donc c'est le sujet de la présentation d'aujourd'hui, des recommandations générales de sécurité et enfin une fiche récapitulative avec un contenu qui est réglementé, qui récapitule toutes les informations qui sont dans le dossier technique amiante, voilà, avec des règles de communication ou de mise à disposition aux occupants de l'immeuble, aux employeurs, aux diverses institutions. Alors, après ce rappel très général, l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante, c'est une obligation qui est
réglementé. Donc, réglementé par qui? C'est le Code de la santé publique qui réglemente et qui impose de vérifier périodiquement l'état de conservation des matériaux. Donc, on a un article qui définit ce qu'est le repérage des matériaux produits de la liste A. On distingue la liste A et on distingue la liste B. Donc, on a un article qui définit le repérage et qui impose l'état de conservation des matériaux de la liste A, et un autre article, idem, qui définit le repérage des matériaux de la liste B et qui impose d'évaluer également l'état de conservation de ces matériaux-là. Pour ce qui est de la liste C, donc on la cite parce qu'on vous a listé les 3 listes au début, mais la liste C, pour son cas à elle, ou les matériaux qui sont hors liste, puisque la liste C, pour rappel, est ouverte, elle n'est pas exhaustive, donc il y a des matériaux existants qui ne sont pas écrits dans cette liste. Ils ne font l'objet d'aucune obligation réglementaire de contrôle d'état de conservation. Voilà, il n'y a pas d'obligation de vérifier l'état de ces matériaux-là, ce qui semble logique, puisqu'ils ne sont pas accessibles sans investigation destructive. Donc, on peut difficilement les voir et donc vérifier leur état. Quand doit-on faire ces états de conservation? Donc, pour les matériaux des listes A et B, donc on a un repérage, comme je vous disais tout à l'heure, qui est initial, donc qui sert à la constitution du dossier technique amiante. Et dans ce repérage initial, on fait déjà l'état de conservation. Donc, on repère des matériaux qui sont liste A ou liste B ou les deux. Et dans ce cas-là, en effet, l'opérateur de repérage donne déjà un premier état de conservation de ces matériaux-là. Et par la suite, on aura une obligation de vérification périodique pour la liste A qui est fixée réglementairement dans le Code de la santé publique à 3 ans maximum. On peut faire une vérification tous les 2 ans ou tous les ans si on estime nécessaire, mais 3 ans maximum. Et pour la liste B, une périodicité qui n'est pas définie par la réglementation. Voilà. Le texte, donc les arrêtés d'application qui ont suivi le décret de 2011, les arrêtés d'application sur les repérages et l'évaluation d'état de conservation des matériaux de la liste A et B qui sont sortis le 12 décembre 2012. Donc pour la liste B, on dit bien qu'il faut contrôler périodiquement, mais le texte ne dit pas dans quelle périodicité en fait. Voilà, c'est quelque chose qui est à déterminer selon l'emplacement, selon la sollicitation dans l'usage du bâtiment, du matériau, etc., etc. Alors, comment fait-on? Je laisse la main à Stéphane, voilà, pour rentrer un peu plus dans le détail du comment on fait un état de conservation des matériaux contenant de l'amiante. Je te laisse partager, Stéphane. Je retire. Ouais, je vais partager. Ok, alors j'arrive. Hop. Voilà, je te laisse la main. Il ne veut pas partager. Attends. Ouais, sinon, tu le dis, je refais. C'est bon. Donc, on a vu le quand. Maintenant, on va voir le comment. Donc, du coup, les MPCA donc, sont regroupés au sein d'une ce qu'on appelle une ZPSO, un nouveau terme qui est intégré depuis 2017 avec la publication de la nouvelle norme. Et au sein de cette ZPSO, va avoir potentiellement plusieurs zones homogènes qui est clairement définie, elle aussi, par arrêté, les arrêtés du 12-12-2012, donc, dont on retrouve ici la définition, donc par type de matériaux et produits, en fonction aussi de la protection du ou des matériaux et produits présents, en fonction de l'état et l'étendue des dégradations éventuelles de ces matériaux et produits, de l'exposition également des matériaux ou produits à la circulation d'air, au choc et aux vibrations, et
Usage en cours des locaux, qui caractérise notamment par le nombre de personnes pouvant être accueillies et l'activité à proximité du matériau. Au fin de procéder à l'établissement de ces zones homogènes, les 2 arrêtés du 12-12-2012 relatifs à l'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante à liste A et B repérés comportent des grilles réglementaires à utiliser pour procéder à ces évaluations. Donc là aussi, ce n'est pas au doigt mouillé, si je veux être trivial, pour estimer l'état de conservation. C'est pas très lisible, mais voilà, c'est le cheminement logique que l'on doit suivre en fonction de la nature même des matériaux. Ici, nous sommes sur une grille d'évaluation des flocages, et en fonction des différents critères qui ont été définis, on n'a qu'à suivre le cheminement de l'organigramme pour arriver à un score qui va aller du score 1 à 3. 1 étant la meilleure note possible et 3 étant la plus défavorable. Donc ici, on a la grille du flocage, comme déjà précité. Ici, nous avons une grille sensiblement similaire qui concerne les calorifugages. Et là, la grille des faux plafonds. Et là, pareil, avec un résultat qui va de 1 à 3 pour déterminer l'évaluation. Donc, on va rentrer un peu dans le détail ici donc de la grille d'une grille de faux plafond. On va avoir les protections physiques, l'état de dégradation et l'étendue de dégradation qui concernent donc l'état de conservation en lui-même. Et après, on va avoir les risques de dégradation liés à son environnement. Donc, on va prendre tout un tas de critères. Ici, ils sont plutôt simples sur le faux plafond. Risque de dégradation faible. Ah non, ça, c'est les matériaux de la liste B. Pardon, autant pour moi. Donc là, ici, on a la grille d'évaluation des matériaux de la liste B. Donc, on va pouvoir voir ici, qui est beaucoup plus simple, qui concerne l'ensemble des matériaux, contrairement aux matériaux de la liste A, qui concerne là l'ensemble des matériaux. Et on va avoir une seule type de recommandation, non plus un score, mais ici une type de recommandation qui va aller de l'évaluation périodique à l'action corrective de niveau 1 ou de niveau 2. Quelles sont les suites à donner suite à l'évaluation? Les suites à donner diffèrent en fonction des matériaux. Donc, concernant les matériaux de la liste A, comme déjà dit, nous allons avoir 3 scores. Donc, si on est en score 1, on devra avoir un contrôle périodique établi dans un délai de 3 ans maximum, comme déjà rappelé. Si on est en score 2, toujours pour les matériaux de la liste A, on va devoir réaliser une mesure d'empoussièrement dans un délai de 3 mois après réception du rapport, et où on va devoir vérifier le niveau d'empoussièrement s'il respecte les exigences du Code de la santé publique qui est fixé à ce jour à 5 fibres par litre. Donc, est-ce qu'on va être inférieur ou supérieur? Si on est inférieur, on va retourner donc, à l'équivalent d'un score 1 et devoir réaliser à nouveau un contrôle périodique dans un délai de 3 ans maximum. Et si on est si on est supérieur à 5 fibres, on va avoir le même comportement que si on était en score 3, c'est-à-dire réalisation de travaux dans un délai maximum de 36 mois. Dans ces 2 cas, l'opérateur de repérage a l'obligation de transmettre son rapport en préfecture par courrier et depuis 2022 via la plateforme SI Amiante du ministère de la Santé. Quelles conclusions sont tirées de l'évaluation? Donc, si on devait reschématiser le cheminement logique qu'on devrait avoir suite à une évaluation, donc ça c'est de manière plus synthétique. Donc, avec le score 3, réaliser des travaux, donc avec un rappel sur les délais, etc., comme déjà dit avant. Et le score 2, qui est la situation intermédiaire, qui va passer par une mesure d'empoussièrement. Donc, c'est le schéma qui est peut-être plus explicite que la réglementation. Concernant les matériaux de la liste B, les données, elles,
sont un peu différentes. Donc, l'évaluation qui peut amener donc, à une évaluation périodique, donc c'est faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits sans délai, défini par le texte. Donc, c'est à charge au propriétaire de déterminer la fréquence, comme l'a rappelé Claire. Après, nous avons également des actions correctives de premier niveau qui nécessitent une action de remise en état limitée au remplacement ou au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. Et ensuite, nous avons l'action corrective. Cette action corrective de premier niveau, consiste à rechercher les causes de la dégradation, procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre des mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante. Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante et contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeure en bon état de conservation. L'action corrective de second niveau consiste à faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement de déflocage ou calorifugage au faux plafond. Excuse-moi. Il y a une petite coquille parce que C2, on est sur la liste B, donc pas sur calorifugage. Tout à fait. Cette action concerne l'ensemble. Je ne l'ai pas retiré, donc c'est ma faute. Cette action concerne l'ensemble d'une zone et consiste à prendre, tant que les mesures mentionnées au C n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires, procéder à une analyse de risque complémentaire afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées et mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque et contrôler à nouveau périodiquement que les autres matériaux et produits accessibles ainsi que leur protection demeurent en bon état de conservation. Les états de conservation successifs ainsi que les mesures subséquentes, c'est-à-dire les mesures d'empoussièrement prises par le propriétaire, doivent faire l'objet d'un enregistrement dans le dossier technique amiante au titre de sa mise à jour permanente. Sanctions et risques. En cas d'absence d'état de conservation et ou prise de mesures induites par leur conclusion, le préfet peut prescrire au propriétaire de mettre en œuvre ses obligations dans un délai qu'il fixe, exiger la réalisation aux frais du propriétaire d'une expertise ayant pour objet de vérifier que les mesures envisagées ou mises en œuvre sont adaptées et de déterminer les éventuelles mesures complémentaires nécessaires. En cas d'inobservation des obligations suite à l'état de conservation ou des conditions de réalisation ou délai d'achèvement des travaux, contravention de 5e classe, amende d'un montant de 1 500 €. À cette contravention de 5e classe s'ajoute le risque d'être mis en cause pour mise en danger de la vie d'autrui. Donc là, on parle ici de responsabilité pénale ou bien au titre de préjudice d'anxiété consécutivement à l'exposition des occupants et des travailleurs à des fibres d'amiante. Voilà. Donc là, nous avons terminé la présentation, nous avons fait le tour. Maintenant, c'est à vous, si vous avez des questions, à nous poser à ce sujet.